bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette soirée très joliment, très élégamment intitulée Alfred Dreyfus à la première personne. Alors nous sommes très heureux d'accueillir plusieurs protagonistes de ce projet autour de Jonathan Ayoun qui animera le débat. En premier lieu, bien sûr, Charles Dreyfus, qui est le petit-fils d'Alfred Dreyfus et qui est un compagnon de route. Oui, je crois qu'on peut effectivement l'applaudir. Et qui est, merci beaucoup, et qui est un compagnon de route du musée, puisque, comme j'ai le plaisir de le rappeler régulièrement, la famille du capitaine Dreyfus a été d'une très grande générosité avec la Bibliothèque nationale, avec le musée de Rennes, mais aussi avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme, ce qui nous permet de conserver l'une des plus grandes collections sur l'affaire Dreyfus, plus de 1600 documents. Et elle l'a d'ailleurs été à nouveau lorsque nous avons eu la chance de pouvoir acquérir à Nantes, en vente publique, il y a 4 ans maintenant, quelques 200 croquis d'audience de Maurice Feuillet, du procès Zola en 98 et du procès en révision, Philippe, à Rennes en 99. Je disais régulièrement du procès en appel et je me suis fait reprendre par notre commissaire. Charles, vous êtes entouré de 2 commissaires en fait. Hein. C'est particulièrement sévère ce soir. Puisque, donc il y a d'une part Philippe Auriol qui est le commissaire avec Isabelle Kahn de l'exposition que nous présentons actuellement et que j'espère que vous avez vu et que sinon vous verrez. Et puis Vincent Duclerc, qui a été commissaire il y a 19 ans de la première exposition que nous avons consacrée à l'affaire, intitulée à l'époque Alfred Dreyfus, le combat pour la justice. Vous l'avez compris, je n'ai pas besoin d'y revenir, il nous a semblé utile, même nécessaire, indispensable, de revenir sur ce dossier 20 ans après, d'une part pour sensibiliser à l'affaire une nouvelle génération, et puis d'autre part parce que précisément, et Vincent Duclerc et Philippe Auriol ont beaucoup fait avancer la connaissance de l'affaire. Il y a eu un travail historiographique considérable qu'ils ont été parmi les plus importants à accomplir, qui change beaucoup l'image qu'on a aujourd'hui d'Alfred Dreyfus. Ils y reviendront ce soir, avec notamment l'ouvrage de Vincent Duclerc, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote, qui a été réédité dans la collection plurielle qu'on trouve en poche. Et puis très récemment, en poche la découverte, l'affaire Dreyfus. Et puis Philippe, de son côté, a publié une monumentale histoire de l'affaire Dreyfus, qui est un coffret de 2 ouvrages aux belles lettres. Et puis on avait, au moment de la diffusion du film de Polanski, que vous pourrez voir ici, présenté d'ailleurs par Philippe Auriol, le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes. Et tous les 2, ils ont été les éditeurs des œuvres complètes que les Belles Lettres ont publiées à la rentrée 2024, qu'on trouve à la librairie, une somme de plus de 1100 pages, qui là aussi permet d'accéder directement au texte, à l'œuvre d'Alfred Dreyfus. Je serais incomplet si je ne rappelais pas que Philippe est le directeur scientifique du musée Dreyfus dans la maison d'Émile Zola à Médan, qui est un endroit absolument merveilleux, que je vous invite vraiment à visiter. Que dire encore ? Que Jonathan, que tout de même je dois présenter, mais qui est un familier de notre salle, a notamment été le réalisateur de cette série en 4 volumes, si j'ose dire, sur Arte, d'une très passionnante histoire de l'antisémitisme, et que le programme se prolonge, se continue avec toute une série de manifestations autour de l'affaire. La semaine prochaine, mardi 25, Isabelle Kahn, qui est donc conservateur honoraire des peintures au musée d'Orsay et qui est l'autre commissaire de notre exposition avec Philippe Auriol, présentera une des découvertes, je dois dire, de l'exposition, que sont les vers soufflés, enfin les vers, je ne suis pas sûr qu'ils soient soufflés, d'Émile Gallet, et aussi les meubles, puisque Gallet était aussi ébéniste, et qui sont des vers et des meubles dreyfusards, mais oui, c'est possible. C'est vraiment une des découvertes, ça fait partie vraiment des chefs-d'œuvre qu'on voit dans l'exposition.
Dimanche 25, Marie Duval évoquera le Dreyfus, l'affaire au cinéma, de 1898 à 1940. Et puis le 25 mai, on a un petit peu de temps devant nous, on projettera le J'accuse de Roman Polanski, présenté dans une présentation critique de Philippe Auriol, j'ai dit tout à l'heure. Et puis le 13 mai, un grand colloque sur les Juifs et l'affaire Dreyfus. Et il nous a semblé intéressant de revenir sur l'engagement et la position des Juifs de France au moment de l'affaire, sur lesquels il y a beaucoup de lieux communs qui sera intéressant d'éclairer. Voilà, les intervenants sont trop nombreux, mais il y a un très très beau plateau. Je vous laisse la parole, j'ai déjà été trop long. Merci Jonathan. Merci Paul Salmona. Et merci de nous proposer cette soirée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous voir si nombreux. Nous allons partager 1h30 autour d'Alfred Dreyfus, et plutôt avec Alfred Dreyfus au centre. Le choix du titre de cet événement, Alfred Dreyfus à la première personne, se retrouve dans vos travaux, dans votre engagement, puisque l'histoire de l'affaire avait besoin d'être racontée, rappelée, aussi en remettant au centre son protagoniste et en travaillant sur son image, une image qui a été façonnée, construite, et que par vos travaux et par vos engagements, vous avez permis de transformer, de remettre avec un visage plus adéquat, plus juste, donc celle d'un combattant, de quelqu'un qui a été héroïque, courageux, mais nous aurons l'occasion de revenir. Et pour le faire, ces œuvres complètes, ce livre monument que vous avez co-dirigé, vient aussi le rappeler, puisque l'écrit a été, dans le travail d'Alfred Dreyfus, un outil de survie, mais surtout aussi un outil de combat. Mais je vous laisserai en parler plus amplement. Alors, je ne vais pas compléter cette présentation suffisamment éloquente de Paul Salmona, si ce n'est en me permettant deux petits ajouts. Philippe Auriol, vous êtes donc historien, et parmi ces nombreux ouvrages déjà cités, j'ajouterai, parce que je pense que cela rejoint la même démarche de remettre les acteurs de premier plan au centre lorsqu'ils ont été mis tout de même de côté. Il y a Alfred Dreyfus, il y a dans une autre mesure Bernard Lazare, et vous avez écrit sa biographie il y a quelques années. Et donc Vincent Duclerc, la première biographie d'Alfred Dreyfus, la même année que la première exposition ici, c'était en 2006. Et donc, il a fallu attendre longtemps avant cette première biographie d'Alfred Dreyfus. Charles Dreyfus, merci beaucoup d'être là. Vous avez écrit, j'irais même dire jusqu'à coécrit la postface de ces œuvres complètes, puisque après les écrits d'Alfred Dreyfus, on retrouve un texte inédit d'ailleurs de son fils, Pierre Dreyfus, qui explique pourquoi il est important de lire son père. Et puis on retrouve ensuite un texte de vous qui explique également pourquoi pour vous ces œuvres complètes sont très importantes. Alors avant de parler des écrits, peut-être d'abord un souvenir personnel, puisque c'est aussi ainsi que vous démarrez votre texte, de votre grand-père. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'entrée de la remarquable exposition sur Alfred Dreyfus, Vérité et justice, on est accueilli par le célèbre dessin de Félix Vallotton représentant Alfred Dreyfus libre depuis peu, assis, tenant sur ses genoux ses deux enfants, Pierre, mon père, et Jeanne. Ce beau dessin, paru le 1er octobre 1899 dans le Cri de Paris, porte une légende. Père, une histoire. Il ne la racontera pas, car de l'affaire, de ses souffrances, il ne parlait jamais. Ils l'apprendront quelques années plus tard, lorsque sera publié 5 années de ma vie, journal qu'a tenu Alfred Dreyfus à l'île du Diable et dans lequel il raconte son histoire. C'est à ce grand silence sur ce qu'il avait subi que les œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, rassemblant en un seul volume l'ensemble de ses écrits, répond. J'avais eu 8 ans lors du décès de mon grand-père. J'étais très attaché à lui et sa disparition, la première d'un proche,
est un des souvenirs les plus tristes de mon enfance. Je savais que mon grand-père n'était pas quelqu'un d'ordinaire, mais je n'en connaissais pas la cause. Ce sont mes parents qui m'ont appris à le connaître. Mon père m'a raconté son histoire et ma mère, qui éprouvait pour lui une grande affection, m'a décrit sa personnalité, celle d'un homme chaleureux, sensible, curieux de tout, de la littérature, de l'histoire, de la philosophie, des sciences, et l'extraordinaire connaissance qu'il en avait. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le contraste entre l'image publique d'Alfred Dreyfus, fondée pour l'essentiel sur son apparence à reine brisée par 5 années de torture physique et morale, et le chaleureux grand-père que j'ai connu. Certains même parmi ses défenseurs ont prétendu qu'il ne comprenait pas l'affaire. En fait, il était pleinement conscient que l'antisémitisme en était à l'origine, et ses multiples communications écrites à son avocat lors du premier conseil de guerre montrent qu'il en avait une parfaite connaissance. Au cours de ces longues années de détention, Alfred Dreyfus écrivit d'innombrables lettres, la plupart à son épouse Lucie. Certaines ne furent jamais acheminées et disparurent, mais heureusement, un grand nombre a été préservé. Les premières parurent en 1898 dans un ouvrage intitulé « Lettres d'un innocent », alors qu'Alfred Dreyfus était à l'île du Diable. Une sélection figure dans 5 années de ma vie, souvenir qu'il écrivit en 1901. Enfin, plus récemment, Vincent Duclerc édita sous le titre « Écris-moi souvent, écris-moi longuement » l'ensemble des lettres existantes échangées entre Alfred et Lucie Dreyfus. Et pourtant, ils se reprochaient à eux-mêmes de se répéter, de toujours dire la même chose. Il faut savoir qu'Alfred Dreyfus n'était pas autorisé à faire allusion aux conditions de sa détention, et Lucie ne pouvait rien mentionner sur le combat mené à Paris pour découvrir le vrai coupable et faire éclater la vérité. Ce qui frappe à la lecture de ce courrier, dont le contenu était si étroitement encadré, c'est au contraire la grande diversité avec laquelle Alfred et Lucie expriment leur amour et décrivent leur souffrance. C'est de l'île de Ré que le 25 janvier 1895, où il est détenu en attendant la déportation, Alfred Dreyfus écrit à sa femme « Tout à l'heure, j'ai regardé pendant quelques instants les portraits de nos chers enfants, mais je n'ai pu supporter leur vue longtemps, car les sanglots étreignaient ma voix. Oui, il faut que je vive, il faut que je supporte mon martyre jusqu'au bout pour le nom que portent ces chers petits. Il faut qu'ils apprennent un jour que ce nom est digne d'être honoré, d'être respecté. » Certes, il n'a heureusement pas fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour que le nom d'Alfred Dreyfus soit honoré et respecté. Mais cet hommage que lui rend le Musée d'art et d'histoire du judaïsme exauce une fois encore ce vœu si souvent formulé que nous, ses descendants, puissions porter son nom avec fierté. Je me permets une seconde question. Dans votre texte, dans la postface, vous précisez que, puisque nous allons parler des œuvres complètes, vous précisez que les écrits d'Alfred Dreyfus pendant les 3 dernières années de sa détention à l'île du Diable sont particulièrement révélatrices de sa personnalité et vous ont marqué. Pourquoi ? Il y a toujours 2 choses que je dis. Ce qui a permis à Alfred Dreyfus de survivre pendant ces longues années à l'île du Diable sont d'une part son exceptionnelle culture et d'autre part le soutien sans limite de son épouse. Et dans ces
dans ces cahiers qu'a tenus Alfred Dreyfus pendant les dernières années de sa détention à l'île du Diable, on peut lire on peut comprendre toutes les connaissances qu'il avait. Il avait en particulier une grande admiration pour Montaigne. Il traduit Shakespeare, alors que sa langue, la langue étrangère qu'il connaissait, était l'allemand. Il apprend l'anglais. Et parfois, entre deux commentaires sur des auteurs connus ou peu connus, il parle de sa situation à l'île du Diable. C'est ça que je considère comme très remarquable. Merci. Vincent Duclerc, je vous laisse la parole pour aussi aborder la question de la démarche de ce travail que vous avez co-dirigé, de rassembler l'ensemble des œuvres d'Alfred Dreyfus dans un même livre, et ce qui amène pour vous à rejoindre le travail déjà dans l'écriture de la biographie, c'est-à-dire de parler de Dreyfus à la première personne et de le laisser aussi, bien sûr, lui parler. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Donc, merci au directeur du musée, merci au Mage. On est très heureux, effectivement, d'être présent. Et c'est vrai, effectivement, de pouvoir évoquer ces œuvres complètes du capitaine Dreyfus, d'Alfred Dreyfus, donc réalisées avec Philippe Auriol, comme ça a été dit. Et c'est vrai qu'avec Philippe, on chemine depuis des décennies sur le sujet du capitaine Dreyfus, des Dreyfusards et de l'histoire de l'affaire Dreyfus. Et tout naturellement, il fallait effectivement qu'on se retrouve. Et on s'est retrouvé quand même sur un projet qui était assez ambitieux, je dirais, parce que finalement, accoler le nom d'Alfred Dreyfus à œuvre complète, c'est effectivement une déclaration forte, dans la mesure où longtemps le capitaine Dreyfus a été considéré soit comme le traître, soit par malheureusement une partie des Dreyfusards comme, au fond, quelqu'un d'indigne du combat qui avait été mené pour lui. Donc là, effectivement, tout d'un coup, l'amener à ce niveau, je veux dire, d'importance, d'honneur, de dignité que sont les œuvres complètes qui sont généralement attribuées, je veux dire, à Victor Hugo, Émile Zola ou Chateaubriand, c'est quand même quelque chose. Et on a été suivi par Caroline Noireau, la présidente des Belles Lettres, qui a d'emblée accepté de publier ce livre et en plus d'en faire un très beau livre. Et ce livre est remarquablement édité. Et elle nous a permis effectivement vraiment de concevoir avec Philippe ce que nous souhaitions, d'avoir un appareil critique, bon peut-être pas aussi dense que Philippe l'aurait souhaité, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de notes infrapaginales qui permettent au lecteur de bien se repérer et donc de travailler au fond ce que nous avons envisagé comme les œuvres complètes. Alors, c'est les œuvres complètes de l'écrivain Dreyfus. Soit qu'il faut être très très précis, parce que ce ne sont pas l'ensemble des écrits ou transcriptions de dépositions, par exemple, du capitaine Dreyfus. En fait, les œuvres complètes sont les textes que Dreyfus a décidé d'écrire, et donc vraiment de mobiliser le jeu de l'écrivain. Donc que ça soit effectivement, au départ, les lettres qu'il adresse donc à sa fiancée, à Lucie Hadamard. On a choisi d'ouvrir en fait les œuvres complètes sur cet ensemble de textes qui effectivement précèdent la catastrophe, précèdent le basculement dans effectivement un véritable enfer pour le capitaine Dreyfus et pour sa famille. Et ensuite donc continuer avec des écrits qu'il a souhaité, qu'il a travaillé. Le capitaine Dreyfus écrit très bien. Il a une langue extrêmement précise, simple, décisive, avec aussi un sens de la formule, des images. On le voit en particulier dans les cahiers de l'île du Diable. Donc les cahiers de l'île du Diable, son journal de l'île du Diable, c'est des œuvres qu'il a voulu écrire. Et il a continué avec ses mémoires, ses souvenirs, notamment tout le travail d'édition qu'a réalisé Philippe Auriol très tôt, tandis que de mon côté, comme effectivement c'était mentionné, je m'occupais plutôt des correspondances. Et donc finalement, je crois qu'il faut être vraiment très précis sur le fait que ce sont les œuvres complètes de l'écrivain Dreyfus, parce qu'il y a deux autres ensembles
qui n'ont pas pu être donc intégrés dans les œuvres complètes, faute de place. Ça a été mentionné en particulier par vous-même et par Paul Salmona. C'est l'ensemble des lettres que le capitaine Dreyfus adresse ou reçoit à l'île du Diable. Ces lettres, aujourd'hui, avec Philippe, on envisage, et il faut qu'on y travaille, d'en faire une édition électronique, c'est-à-dire là d'avoir l'intégralité de la correspondance active et passive du capitaine Dreyfus sur toute sa vie. Donc c'est considérable, mais on a déjà beaucoup d'éléments effectivement qui pourront servir à cette édition électronique. Et puis l'autre versant qui est très intéressant, et justement pour travailler sur cette thématique que j'ai trouvé tout à fait remarquable, Dreyfus à la première personne, je vais dire pourquoi. Parce que ça m'a effectivement amené à faire une petite analyse quand même au fond de ce que pouvait signifier la personne du capitaine Dreyfus dans l'affaire Dreyfus. J'ai repris, en fait, très rapidement, un certain nombre de ses déclarations ou de ses dépositions comme justiciables. C'est-à-dire là, il dit « je », mais par la contrainte, parce qu'il doit donc soit défendre son innocence lorsqu'il est condamné. Eh bien, on le sait. Alors, il n'y a pas effectivement le compte-rendu in extenso du procès de 1894, mais on sait qu'il va effectivement dire qu'il est innocent, qu'il est un fils d'Alsace, donc il est très patriote et qu'il est certain de l'acquittement. C'est avant même qu'il soit condamné, au moment où le procès se termine. Lorsqu'il est dégradé, eh bien, que dit-il? C'est très intéressant. Que dit-il au général d'Arras qui lui dit « Vous êtes indigne de porter les armes, au nom du président de la République, nous vous dégradons ». Et il répond « Je suis innocent, je jure que je suis innocent, vive la France ». Et ça se continue à chaque fois qu'il est donc interrogé, par exemple, par une commission rogatoire sur l'île du Diable en 1999, à Rennes, lorsqu'il y a effectivement le procès en révision devant la Cour de cassation, et notamment aussi un point très important, lorsqu'il est donc gracié et qu'il recouvre la liberté le 19 septembre 1899. Il est gracié du verdict de procès de Rennes. Que dit-il? Et ça, il faut l'écouter. Le gouvernement de la République me rend la liberté. Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Pour moi, dès aujourd'hui, je vais continuer à poursuivre la réparation de l'effroyable erreur judiciaire dont je suis encore victime. Je veux que la France entière sache par un jugement définitif que je suis innocent. Mon cœur ne sera apaisé que lorsqu'il n'y aura plus un Français qui m'impute le crime abominable qu'un autre a commis. Alors, en fait, au fond, cette thématique, pour moi, est vraiment au centre de l'affaire Dreyfus. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité effectivement faire ces œuvres complètes. Parce que, si on réfléchit, la conspiration qui a frappé le capitaine Dreyfus, ce n'est pas une erreur judiciaire, on le sait, à la fois interne à l'armée, mais c'est une partie de la société, une partie du pouvoir de l'État qui s'est en fait liguée contre lui, eh bien, c'est de lui retirer sa personne. En fait, il est assigné, on le sait, et du reste, beaucoup de ses coligionnaires seront plus tard assignés et conduits dans les centres de mise à mort, notamment d'Auschwitz-Birkenau. Il est assigné à quoi? Il est assigné à une culpabilité définitive, éternelle. Il est coupable. Avant même d'être jugé, il est coupable. Il est assigné à la race juive. Donc on fabrique une race, la race juive, pour l'assigner. Il est assigné à la figure du traître, à l'étranger ennemi, à l'animal vénéneux. Je crois que dans l'exposition, vous avez effectivement cette... alors ça, c'est 2006. On va revenir sur ces questions-là, mais voilà. Ceci, ça c'est absolument effrayant, c'est l'animalisation qui précède l'extermination. Donc il est assigné. Il est assigné, et finalement l'objectif de ces accusateurs, c'est de faire disparaître sa personne. Parce que sa personne, au fond, c'est une possibilité qui lui est donnée de résister et surtout de prouver son innocence. Donc on fait disparaître la personne. Et ce qui est très intéressant avec le capitaine Dreyfus, c'est qu'il va résister avec sa personne. Il va résister avec le jeu. Oui. Et ça, c'est quelque chose, je crois, un enseignement extrêmement important de l'affaire Dreyfus et du capitaine Dreyfus. C'est qu'il mobilise le jeu. Il mobilise le jeu parce que la personne, c'est la possibilité d'être injusticiable. On va peut-être
voir effectivement une autre image. Alors là, c'est une exposition de 2006 également, on le voit, vous voyez. On va revenir sur ces éléments-là qui sont très intéressants, mais peut-être revenir sur la dégradation, parce que la dégradation, on le voit sur la gauche, il est parfaitement droit, il ne bouge pas. Donc c'est sa présence, c'est sa personne justement. On a voulu faire disparaître effectivement la personne de Dreyfus, et lui donc résiste avec sa personne et donc avec le jeu, parce que le jeu, c'est ce qui dit le plus la personne. Et ça, c'est très intéressant. Oui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié effectivement la thématique que vous avez proposée. Et donc, c'est grâce effectivement à la mobilisation du jeu qui lui permet donc de résister comme il le fait. Et donc, un dernier point, peut-être deux derniers points. D'abord, en fait, ce que nous avons fait avec Philippe Auriol, grâce en particulier au Hommage, mais aussi grâce donc aux Éditions des Belles Lettres, c'est finalement de ramener Dreyfus à la personne Dreyfus, ce qui ne veut pas dire du tout le déhistoriciser, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on revoit Dreyfus comme une personne, et donc on voit cette lutte contre l'assignation, on voit comment un individu finalement va rétablir d'une certaine manière l'état de droit. L'état de droit, en fait, protège les personnes face à la raison d'État qui va, au fond, abolir les personnes au profit, je veux dire, de systèmes, au profit notamment de systèmes d'accusation. Donc, en fait, cette volonté du capitaine Dreyfus d'être une personne et d'aller jusqu'à dire « je », qui est très fort, eh bien, c'est un acte de résistance et c'est une intelligence aussi du combat qui est tout à fait révélateur. Et donc, je voudrais peut-être pour terminer, donc, en rappelant déjà effectivement que certains Dreyfusards vont refuser à nouveau la personne du capitaine Dreyfus en considérant qu'il était falot, qu'il était indigne, et donc le rejetant, alors même que la connaissance de la personne est extrêmement intéressante, notamment quand on voit la manière dont il mobilise le jeu. Mais en fait, et c'est le dernier point que je voudrais donc exposer, c'est en fait de s'intéresser à sa posture et ensuite aux statuts qui ont été effectivement érigés en son honneur. La posture, elle est très intéressante parce que le langage du corps, on le sait, dit des choses. Et Dreyfus est parfaitement, vous voyez, immobile, alors même que... Pourquoi est-ce que d'autres acteurs sont flous? C'est parce que les temps de pause, à l'époque, en 1995, étaient effectivement très longs. Donc, on a là également... Alors là, les temps de pause sont plus courts. Le capitaine Dreyfus sort du lycée, qui va devenir le lycée Émile Zola, à Rennes. Et on le voit, effectivement, vous voyez, extrêmement... lui-même, en fait, très, très droit, qu'on appelle la nuque raide aussi, donc déterminé, et c'est tout à fait intéressant. Et on a aussi, là, oui, on a repris cette photographie pour l'exposition donc, de 2006 à Aurillac. Et voilà un exemple très intéressant. Malheureusement, la photo est coupée. Alors, on va passer effectivement sur le versant maintenant de la statuaire, qui représente justement, de mon point de vue, effectivement, cette personne et ce jeu. Là, c'est le monument de Mulhouse, mais qui est coupé parce que, en fait, si on regarde bien, le capitaine Dreyfus sort d'un bloc de granit. Or, on peut précisément dire que le bloc de granit serait l'assignation, la disparition, si vous voulez, de la personne, au profit, effectivement, de cette volonté de redevenir lui-même, et de se défendre lui-même en tant effectivement qu'être pensant, en tant que justiciable, en tant que citoyen, en tant qu'Alsacien, énormément effectivement de données qui expose la puissance de son combat. Et donc peut-être pour terminer, on serait revenu, excusez-moi, voilà, eh bien, à la statue de Tim, en fait, qui vous a accueilli quand vous êtes arrivé. Et c'est vrai que la statue de Tim est extrêmement intéressante parce qu'elle dit bien, en fait, cette personne qui fait face finalement à tous les défis, à tous les dangers, et qui réussit effectivement à porter un individualisme démocratique, comme on le dit. Et c'est cela, effectivement, qu'avec Philippe Auriol, dans les œuvres complètes et auparavant dans d'autres travaux, on a voulu démontrer de l'importance du capitaine Dreyfus et donc, finalement, de cette signification universelle du combat du capitaine Dreyfus. Merci. On peut applaudir Vincent Duclerc. Nous évoquerons peut-être à nouveau la sculpture de Tim, qui est
que tout le monde a vu en entrant ici, qui nous accueille lorsque nous visitons le Mage, et dont l'original a une errance et une histoire qui renseigne aussi sur l'histoire de la personne d'Alfred Dreyfus dans la mémoire collective, mais on y reviendra peut-être dans un deuxième temps. Philippe Auriol, pour rester sur cette idée du jeu que Alfred Dreyfus a tenu, notamment face aux adversaires, face aux images qui étaient montrées, c'est également un jeu qu'il a tenu finalement aussi face à une grande partie de ses défenseurs, parce que cette image phallo, d'ailleurs le mot phallo pour définir Dreyfus, c'est le mot qui revient le plus souvent. Je m'interroge aussi sur l'importance de ce mot-là, mais extérieur à son histoire, incapable de se hisser à la hauteur de l'événement. Il y a ces mots terribles de quelqu'un qui passionne beaucoup de monde ici, et moi y compris, de Léon Blum, qui dit Alfred Dreyfus aurait été anti-Dreyfusard s'il n'avait pas été Dreyfus. Comment se fait-il que même parmi ceux qui l'ont défendu, il a été si difficile de prendre la mesure, il a fallu beaucoup de temps pour l'histoire et la prise de conscience de son rôle si central et de son combat si important? On ne s'est pas du tout concerté avant avec Vincent, et c'est passionnant ce que tu viens de raconter. J'avais envie de rebondir là-dessus justement. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement Dreyfus est au centre avec ce jeu absolument incroyable, et que tout le monde a passé son temps à l'assigner à autre chose et à le faire définitivement disparaître. Les anti-Dreyfusards par définition, puisque Dreyfus n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on lit les phrases là qu'on a reproduites dans l'exposition, qui sont les phrases de Léon Daudet ou de Maurice Barrès, il est systématiquement assigné. Et d'ailleurs, on le présente comme quelqu'un, c'est la phrase de Clémenceau aussi, il n'a pas de race, il n'a pas de famille, il n'a rien du tout, quoi. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est intéressant parce que Jean-Louis Lévy, qui est le premier à avoir essayé de remettre Dreyfus au centre avec cette postface absolument phénoménale, je trouve, que du coup j'ai voulu reprendre dans le catalogue de Maison Zola, Musée Dreyfus, dans lequel il parle d'ailleurs pour la première fois du pacte secret, en parlant de ce Dreyfus qu'on a systématiquement ridiculisé, voire néantisé. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui participeront peut-être le plus à partir d'un moment à la néantisation de Dreyfus et à sa disparition, c'est justement une partie des Dreyfusards. Et là, il va y avoir... Alors les raisons, elles sont très complexes, parce qu'il y a bien évidemment... et c'est amusant, enfin c'est amusant non parce qu'en fait ça m'amuse pas du tout, mais il y a des choses quand même assez curieuses, c'est-à-dire que par exemple, quand Laborie et Picard sont en colère après Dreyfus, quand Picard écrit à Laborie pour dire que Dreyfus ne fait rien selon lui et qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose, il parle de la pusillanimité de ces juifs. Et en fait, c'est systématiquement comme ça, et on est encore une fois dans l'assignation. Et il y a très très peu de gens parmi les Dreyfusards, à un moment, quand la grande église dreyfusarde va exploser, qui resteront du côté de Dreyfus et qui resteront en fait du côté du jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Et ces gens, c'est Joseph Reynac, c'est Gabriel Monod, c'est bien évidemment Bernard Lazare. Et ça, c'est dès le procès de Rennes. Ce qui est incroyable, c'est qu'à Rennes, pour la première fois, on voit apparaître Dreyfus. Personne ne l'a jamais vu, en fait. On n'a que des descriptions qui sont naturellement des descriptions qui ne correspondent pas à la réalité de son physique, parce qu'il n'est pas imaginable que les stéréotypes antisémites n'y soient pas. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que parfois, c'est publié en 1994 et repris en volume après, par des gens qui sont devenus Dreyfusards, et en fait le portrait a complètement changé. On efface tous les stéréotypes pour faire un portrait qui ressemble effectivement à Dreyfus. Et en fait, rares sont ceux qui seront satisfaits de ce qu'est le Dreyfus. Et comme le disait d'ailleurs Peggy dans Notre jeunesse, il était malheureusement tel qu'il était et non pas tel que nous l'avions rêvé. Et l'histoire est là, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Alors après, bon, il y a beaucoup... Et c'est ça le problème, et c'est pour ça que quand on parle des trois affaires Dreyfus, moi la troisième, c'est-à-dire celle où Dreyfus est seul en fait, et c'est celle qui va poser problème, que j'ai envie d'appeler l'affaire d'Alfred Dreyfus. On est sorti de l'affaire avec la capitale de rigueur. C'est le moment où Dreyfus prend en main sa propre histoire, et par définition, cette prise en main de la propre histoire remet un certain nombre d'acteurs de premier plan au deuxième, voire troisième ou quatrième plan, et ça pour eux c'est absolument pas imaginable. Et puis après, il y a aussi ce ressentiment systématique et continuel qui fait que... Voilà. Et Bernard Lazare sera un des seuls. Et alors, pour répondre à la question, parce qu'en fait, j'ai absolument pas répondu à la question, c'est ce qui est étonnant, c'est que justement, ça correspond aussi à ce que disait Charles dans sa présentation émouvantissime. C'est que on a un scientifique,
On a quelqu'un qui n'a confiance qu'en la raison, qui refuse la passion et qui donc refuse tous les artifices qui sont les artifices qu'on pourrait attendre d'un Esterhazy, par exemple. Et d'ailleurs, il y a des gens qui reprocheront à un certain nombre de Dreyfusards en leur disant « mais vous auriez préféré Esterhazy ». Parce qu'Esterhazy est beaucoup plus spectaculaire. Et il y a cette scène que j'aime bien rappeler, parce qu'elle n'est pas connue, elle est étonnante, quand, au procès de Rennes, on demande à Dreyfus, qui revient de 5 ans de captivité à l'île du Diable, on imagine ce que c'est que la captivité à l'île du Diable, et qu'on lui demande de parler de l'île du Diable, il refuse d'en parler, en disant qu'il n'est absolument pas là pour parler de ses souffrances, mais uniquement pour qu'on ne discute plus jamais l'innocence indiscutable qu'est la sienne. Et là, on a tout le portrait de Dreyfus, en fait, qui est quelqu'un qui est juste un scientifique et qui est là pour discuter pied à pied des choses et les démontrer. Il fait un travail que moi, je trouve assez proche du travail de Jaurès dans l'épreuve, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va discuter. Il n'est pas là pour faire des... voilà, et on sait qu'à un moment, justement, au procès de Rennes, il va dire quelque chose, et peut-être que vous connaissez l'histoire, mais André-Antoine, le grand metteur en scène, est là, et il se retourne vers sa voisine, qui, si ma mémoire est bonne, est Sarah Bernard, mais je ne suis plus sûr, en lui disant il gâche le texte. Voilà. Il faut le redire, Philippe, on n'a pas bien entendu. Encore ? Il gâche le texte. Voilà. Merci d'avoir redit le texte. Mais cette image-là, qui donc d'un homme qui gâcherait le texte, elle perdure dans le temps. Cela dure. Alors, cela a été rappelé. Vous commenterez le film de Roman Polanski au mois de mai. Mais peut-être un mot, parce que même dans ce film-là, on n'interroge pas la beauté du film, les qualités formelles, mais même dans ce film-là, cette image continue à coller à la peau d'Alfred Dreyfus, alors qu'à ce moment-là, plusieurs travaux sont déjà sortis. Est-ce que vous voulez réagir peut-être là-dessus ? Oui, c'est bien navrant. Hein, alors, c'est vrai que en fait, le sujet du film Polanski, c'était Picard. Mais on ne peut pas... Je pense que, en fait, quand on est un créateur, un artiste comme les Roman Polanski, il faut quand même se donner des lignes directrices et ne pas vouloir tout embrasser simplement parce qu'effectivement, ça permettrait d'attirer le public. Je veux dire, si on fait un film sur Picard, eh bien, on n'appelle peut-être pas son film « J'accuse ». Parce que J'accuse renvoie à Zola. Et du reste, il y a une présentation de Zola dans le film de Polanski qui est aberrant complètement. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, si on fait un film sur Picard, et c'est vrai que ce qui est fait sur Picard est plutôt bon, on n'est pas obligé, et pas du tout, enfin, on n'est pas tenu à dégrader, comme il le fait, le capitaine Dreyfus. Hein. Et c'est vrai que la dernière scène est extrêmement pénible parce que c'est une scène qui présente Dreyfus comme venant quémander donc une promotion, alors que c'est pas du tout effectivement le problème. Le problème, c'est qu'il y a une dernière injustice qui est commise contre Dreyfus, alors même qu'il est réhabilité pleinement par la Cour de cassation sur le plan judiciaire. Il n'obtient pas une réintégration effectivement pleine et entière dans les cadres de l'armée. Donc c'est une question de justice, et Polanski en fait une question effectivement de boutiquier. Donc c'est très très pénible, et c'est là où on peut juger Polanski, c'est-à-dire que bien sûr, je veux dire, les créateurs ont une licence poétique, mais quand on intitule son film J'accuse, on se doit quand même là d'avoir une rigueur effectivement historique que Polanski n'a pas. Donc je crois, pour être très clair, hein, et peut-être que, enfin, je sais que Philippe a des projets, moi peut-être j'en aurai aussi. Il faut faire un film sur Dreyfus, c'est tout. Voilà. Oui, le film de Polanski est basé sur un livre de l'anglais Robert Harris, dans lequel il dit beaucoup de choses sur Alfred Dreyfus qui sont tout à fait fausses. Et j'ai écrit à Robert Harris non pas pour lui dire qu'il avait raconté des histoires, mais pour lui demander d'où il détenait ces informations. Et Robert Harris m'a très aimablement répondu en me disant qu'il les avait inventées et que c'était effectivement un roman. Par la suite, quand j'ai appris que Polanski allait faire un film,
sur l'affaire, j'ai écrit à Polanski pour lui dire que Alfred Dreyfus, dans la plupart des films qui avaient été faits jusque-là, était représenté de façon tout à fait inexacte. Et Polanski m'a répondu en me disant qu'il tiendrait compte de mes remarques, mais craint qu'il n'en ait pas beaucoup tenu compte. Mais quand même, on a échappé au pire. Et on a échappé au pire, parce que quand on lit le livre, il y a des choses étonnantes. Quand on voit, par exemple, Dreyfus qui va voir Picard pour essayer d'avoir des bonnes notes et qu'il l'invite à la chasse dans je ne sais quel domaine qu'il n'a jamais possédé, c'est quand même hallucinant. Et d'ailleurs, absolument suspect, d'ailleurs, je trouve. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et on a vraiment échappé au pire. Mais c'est effectivement tout le temps comme ça. Et je ne sais pas si vous aviez vu ce téléfilm absolument incroyable, parce qu'il est formidable, et puis il y a Jean Topard dedans, et Jean Topard est absolument incroyable, quoi, qui est Bonjour Monsieur Zola, je crois, de Stelio Lorenzi. Et si vous vous en souvenez, à un moment, il y a une scène où Zola et Dreyfus se rencontrent, et Zola tend la main à Dreyfus, et Dreyfus la lui refuse. Mais où as-tu trouvé ça? Voilà. Voilà. Et ça participe comme ça de cette image, je sais pas. Alors, pour revenir à l'écrit, mais sans trop s'éloigner, parce qu'on va rester plutôt sur la question du théâtre, il y a eu aussi des enjeux de représentation, et on trouve parmi un des derniers écrits de Alfred Dreyfus dans ses œuvres complètes, qui ne sont pas si complètes, enfin en tout cas où il manque les lettres que nous verrons de manière numérique. Dans un des derniers textes, il écrit à Henri Torres, à qui il refuse une représentation théâtrale, parce que cet enjeu-là, de la manière dont il va être mis en scène, représenté, est déjà une interrogation aussi de son vivant, pour Alfred Dreyfus. Oui, alors ça c'est très intéressant, justement, parce que alors malheureusement, il ne reste pas grand-chose. On a ici, hommage, dans le fond, quelques papiers qu'on a publiés en partie, parce que parfois ce sont juste des notes, qui est un ensemble de 1931, et qui indique quelque chose dont on avait déjà la certitude, c'est qu'en fait Dreyfus a pris des notes très très régulièrement et tout le temps de tout ce qui se passait en rapport avec son affaire. Et ce qui lui a permis d'ailleurs d'écrire en 1907 les souvenirs inédits pendant très longtemps, qui ont été publiés en partie par Pierre Dreyfus plus tard, en 1936, et qui ont fait l'objet de l'édition des carnets, et qu'on reprend ici, mais avec l'édition de 1931. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il y avait ces notes-là, et c'est important. Et en fait, il est vraiment vigilant sur tout ce qui se passe, en essayant de voir, alors qu'il n'est pas forcément d'ailleurs, parce que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper sur la question du jeu aussi. C'est-à-dire que ce jeu est là, bien évidemment, et c'est un jeu d'ailleurs qui est beaucoup plus important que ça. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans cette lettre absolument magnifique, c'est l'honneur du nom et de la famille aussi, avant la personnalité du capitaine Dreyfus, et avec, au début c'est pas le cas, mais après ça l'est vraiment, cette conscience aussi que cette affaire Dreyfus, elle va bien au-delà de lui, et qu'il est aussi quelque chose qui va entraîner une façon de reconsidérer un certain nombre de choses. Voilà, c'est pas par hasard, par exemple, et c'est tout à fait intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas connu, si quand il y aura l'affaire Sacco et Vanzetti, il fait partie du comité, qui est le comité de soutien à Sacco et Vanzetti. C'est tout à fait intéressant. Et il sera comme ça dans la plupart des comités de soutien. Donc il y a aussi... voilà. Maintenant, effectivement, le problème, et surtout à cette époque-là, c'est que là, l'action française a pris énormément d'ampleur et tient complètement la rue, et qu'on sait très bien aussi ce qui va se passer, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, ce sera sur la pièce de Richepin, mais voilà. Peut-être préciser que, comme ça a été très bien dit, le capitaine Dreyfus se défend effectivement comme un scientifique, croit dans la force de la vérité. Et au fond, toute son œuvre, c'est cela, c'est effectivement de démontrer et d'argumenter. Et de ce point de vue-là, quand on est historien, on est passionné effectivement par les textes aussi et l'intelligence du combat de Dreyfus. Le problème, c'est que après la Première Guerre mondiale, l'antisémitisme ne va pas décroître. Et du reste, il y a des lettres très intéressantes que Charles Dreyfus a mis à disposition, qui sont quand même citées parce qu'elles sont extrêmement limpides sur des lettres du capitaine Dreyfus, à l'époque commandant puis lieutenant-colonel, à son fils Pierre, qui tous les deux sont mobilisés durant toute la Première Guerre mondiale comme
montrant effectivement que l'antisémitisme n'a pas disparu et qu'on demande toujours plus effectivement aux Juifs, même si en théorie ils sont égaux devant la loi comme Français. Et donc l'action française, et Philippe l'a bien rappelé, donc va développer sa haine contre Dreyfus très rapidement après la Première Guerre mondiale. Et en face de cela, c'est vrai qu'il y a des jeunes metteurs en scène. Le théâtre apparaît comme un moyen de résister, de répondre à cette offensive de l'action française. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit, notamment dans ce qui a été publié dans les œuvres complètes, c'est-à-dire un certain nombre de textes d'Alfred Dreyfus, qui écrit en particulier à votre père, Pierre, puisque Pierre va commencer à prendre aussi, donc à se mobiliser pour la défense de la vérité de son père et aussi de l'affaire Dreyfus. Comment est-ce que l'idée du combat culturel, l'idée que, au fond, face à l'action française, il faut faire monter justement ces pièces de théâtre, de faire monter des représentations qui, témoigneraient du combat personnel du capitaine Dreyfus. Et là, le capitaine Dreyfus hésite, n'est pas finalement convaincu de l'importance du théâtre, parce qu'il estime que au fond, la représentation va peut-être empêcher l'expression de la vérité. Voilà. Mais là, on est dans des combats culturels extrêmement importants. Et finalement, tout l'enjeu, je crois, c'est d'arriver à avoir un combat culturel qui soit donc respectueux de la vérité et qui la porte. Et je crois que très clairement, l'exposition qui est réalisée ici, Hommage, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un travail culturel extrêmement fort sur la base, d'une exigence de vérité des historiens qui est restituée dans l'exposition. Et comme l'image reste là, je passe à cette histoire, parce qu'elle est quand même assez symbolique. L'itinérance de l'original, de cette sculpture de Tim qui avait été mobilisée pour rendre hommage au capitaine Dreyfus, et qui finalement, cet hommage-là va se faire douloureusement, n'est pas non plus totalement définitivement rendu. Nous y reviendrons. Est-ce que c'est possible de dire un mot de l'errance, non pas de celle qui est ici, mais de l'errance de l'original de la sculpture de Tim? Je crois que Charles Dreyfus avait rencontré Tim. Ah oui. Vous pouvez nous rappeler le moment où vous avez rencontré Tim dans son atelier? J'ai rencontré Tim quand la statue a été terminée, et je suis allé dans son atelier avec mon cousin Jean-Louis Lévy, et Tim voulait être sûr que nous étions d'accord pour que cette statue soit érigée à Paris. Bon, il est évident que nous lui avons donné notre accord, bien que dans son atelier, on ne voyait pas très bien la statue qui touchait pratiquement le plafond. Et j'ai eu une lettre très émouvante de Tim me remerciant d'avoir accepté de me prononcer sur cette statue. Mais je suis très heureux de savoir que le projet de transférer cette statue de là où elle se trouve actuellement, dans un endroit tout à fait honorable, mais qui n'a strictement aucun lien avec l'affaire, va peut-être, et j'espère bientôt, être transféré place Dauphine, en face de la Cour de cassation. D'ailleurs, il en avait été question il y a longtemps de la mettre place Dauphine, il y a très très longtemps, quand elle a été refusée à l'école de guerre par un... Ernu était plutôt pour à l'époque, et il y avait eu une sorte de levée de bouclier derrière. Et après, il avait été question, et c'est Badinter qui m'avait raconté ça, de la mettre place Dauphine, donc derrière le palais de justice. Et en fait, il y avait beaucoup de magistrats qui s'étaient manifestés en disant qu'il n'en était absolument pas question. Donc en fait, il a fallu lui trouver une autre place. On avait pensé au quai de la Seine, à côté du Pont-Marie. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a le monument aux morts de Corée. Et donc, il y a eu une pétition de quelques-uns qui avaient fait la Corée pour dire qu'il n'était pas possible que Dreyfus soit à côté, etc., etc. Donc ça a duré jusqu'au moment où on a retrouvé la statue coincée dans un endroit dont on n'avait pas l'accès pratiquement, et donc sous les déjections de pigeons.
au fin fond du Luxembourg ou des Tuileries, j'ai un trou de mémoire, des Tuileries. Ouais. Et d'ailleurs près de la statue de Léon Blum, ce qui est curieux. Ouais. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que Jacques Chirac, comme maire de Paris, donc va décider quand même d'accueillir la statue donc boulevard Raspail. Alors c'est vrai que c'est pas en face de la prison du Cherche-Midi, qui du reste n'existait plus puisque c'est maintenant l'école des hautes études en sciences sociales, mais néanmoins Jacques Chirac, maire de Paris, donne à la statue une vraie visibilité quand même. Ça, il faut rendre hommage à Jacques Chirac pour cela. Et peut-être aussi rappeler qu'en 2006, Jacques Chirac avait donc accueilli assez favorablement une proposition donc, de transfert des cendres de Capitaine Dreyfus au Panthéon, qu'il n'y avait pas eu effectivement le consensus nécessaire, on peut le regretter, mais qu'il avait décidé. Donc il y a quand même, et là vous voyez, c'est facile de retrouver les images de ce très grand moment où notamment on voit Charles Dreyfus, Jean-Louis Lévy, toute la famille, donc dans la grande cour de l'école militaire, donc là où a été dégradé le capitaine Dreyfus. Et là, Jacques Chirac décide d'une cérémonie extrêmement éloquente, avec le premier président de la Cour de cassation qui va lire l'ensemble de l'arrêt de 1906, des détachements, dont des élèves de l'école polytechnique, quelque chose effectivement qui a tout le gouvernement qui était présent. Donc là, je crois qu'il y a quand même... C'est vrai que la manière... Philippe l'a très bien dit, et Charles en a souvent témoigné, la manière dont le capitaine Dreyfus a été à la fois sorti de l'affaire, mais aussi sorti finalement de l'histoire de France, sorti de l'existence, est tout à fait impressionnant et témoigne aussi de ce qu'est l'antisémitisme en France tout particulièrement, mais qu'il y a eu des évolutions extrêmement positives ensuite. Et que, voilà, si aujourd'hui on se préoccupe, et c'est très bien de donner à la statue un lieu à la hauteur de l'événement, c'est bien parce qu'il y a quand même toute une série de personnes, d'hommes et de femmes de bonne volonté, pour restituer ce qu'est la vérité de votre grand-père Charles. Et c'est le fruit de nombreux combats et engagements, comme le marque également la publication de cette œuvre complète. Pour rester encore un peu sur l'histoire des statues et de la représentation par les sculptures, parce qu'il y a quand même une histoire assez marquante. Je trouvais ça bien de dire quand même un mot ce soir de Bernard Lazare, parce que j'y pense particulièrement, parce que il est aussi au cœur d'une histoire de représentation, de monuments, d'hommages qui lui est rendu dans sa ville de Nîmes, où la statue aujourd'hui n'existe plus, mais qui aussi a une histoire qui raconte l'histoire de la manière dont on fait mémoire de ceux qui ont mené le combat en première ligne durant l'affaire Dreyfus. Oui, et là on revient en fait sur l'Action française. En fait, il y a eu, après la victoire des Dreyfusards, enfin je trouve ça un peu problématique de dire ça, parce que je ne sais pas vraiment s'il y a une victoire des Dreyfusards, mais en tout cas à partir du moment où l'affaire Dreyfus commence à être réglée, et en tout cas à partir du moment où Dreyfus est réhabilité, qui est quand même la chose que tout le monde attendait, même si ça n'a pas réglé d'autres problèmes qu'on attendait, comme la suppression des conseils de guerre et des choses comme ça, l'Action française, elle, décide de passer à l'action. Et je répète souvent ça parce que je ne veux pas qu'on oublie ce truc-là, c'est important. Charles Maurras, qui 2 jours après la réhabilitation de Dreyfus, écrit à Maurice Barrès en lui disant cette affaire était vitale pour nous, nous allons la réviser, n'est-ce pas? Et en fait, ils ont passé leur temps à la réviser, tellement même que, d'ailleurs, l'année dernière, je suis allé à Cholet, juste pour voir, donc j'ai fait le voyage, petite ville, charmante, parce que la ville avait été recouverte de graffitis que je pense qu'on est à peu près les 2 seuls à comprendre. Dreyfus coupable 445, c'est-à-dire les graffitis de l'Action française en 1906-1908. Et là, il y a eu toute une campagne à ce moment-là de destruction des statues dreyfusardes, puisqu'il y avait la statue de Trarieux, la statue de Schoror-Kessner, la statue de Cornélie, et à Nîmes, cette statue de Bernard Lazare, érigée par les amis Pierre Quillard, Adler, etc. etc. Et l'Action française avait décidé de mener une grande campagne en conseillant d'ailleurs d'utiliser la dynamite qui, comme l'écrit l'Action française, n'est pas réservée uniquement qu'aux socialistes révolutionnaires, pour en finir à tout jamais avec ça. Et finalement, la statue a été exposée et un camelot du roi, un jour, a trouvé bon d'aller en casser le nez pour avoir une symbolique un peu forte, nez qui a été offert à Charles Maurras, qui s'en est servi toute sa vie comme presse-papier. Et cette statue a été démontée pour être protégée.
et caché dans des caves de la bibliothèque de Nîmes. Et à la Libération, après l'occupation, à la Libération, en fait, il a été question de la remonter. Et puis non, parce qu'on manquait de matériaux pour pouvoir faire une statue aux héros de la Résistance. Donc en fait, c'est la statue de Bernard Lazare qui a permis de faire la nouvelle statue. Et là, il y a quelqu'un qui a décidé, presque sur un coup de tête, c'est assez extraordinaire, David, de relancer toute une opération pour que cette statue soit à nouveau à sa place à Nîmes, dans les jardins de la Fontaine. Et là, normalement, en juin, Bernard Lazare va retrouver sa place dans sa ville natale, dans cette statue qui est absolument magnifique, statue de Georges Bloch. Et voilà. Voilà une autre bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais. L'action de David Storper avec son association Histoire et Mémoire à Nîmes, qui d'ailleurs le fait en hommage à son père, qui était un grand admirateur de Bernard Lazare. Pour un mot de conclusion, de ce premier temps, avant de laisser la parole au public, peut-être quelques mots sur l'importance pour vous de ce livre monument. Vous dites que ça s'inscrit dans un acte de transmission et de filiation, parce que juste après la mort du capitaine Dreyfus, votre père a décidé de publier un premier livre avec une partie de ses écrits. Et là, maintenant, l'ensemble sont réunis. Pour vous, c'est aussi une seconde manière de lui rendre justice. Si vous pouvez dire un mot là-dessus. Oui, j'ai dit tout à l'heure que Alfred Dreyfus ne parlait jamais de l'affaire. Effectivement, il y avait un grand silence au sujet de l'affaire. Et j'ai fait un rapprochement d'ailleurs avec cette réticence de parler de ce qu'il avait vécu, avec ce qu'avaient vécu les survivants des camps de la mort, qui me parlaient très très peu et difficilement. Donc pour moi, la publication des écrits d'Alfred Dreyfus compense dans une très large mesure justement ce grand silence, et je pense que la lecture fera comprendre d'une part les souffrances qu'il a subies et d'autre part la façon que je considère comme héroïque de sa réponse, et finalement de la confiance qu'il a faite à ce que la justice triomphe, et c'est ainsi qu'il a pu obtenir cette pleine réhabilitation. Merci beaucoup et merci à vous trois pour ce premier temps d'échange. Nous avons encore une trentaine de minutes. À vous la parole pour des questions, d'ailleurs plutôt des questions que des interventions. Je compte sur vous, mais je vous laisse la parole et d'ailleurs aussi le micro. On m'a dit que ça va être un des trois. Hop. J'y vais en attendant. Qui a une question ? Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez répondu à la question sur l'attitude de Léon Blum par rapport à l'affaire Dreyfus. Alors, on n'y a pas répondu parce qu'elle n'a pas été posée, en fait, réellement. Non, ce qui est intéressant avec, je ne sais pas si vous avez lu les réflexions sur l'affaire, j'ai un trou de mémoire incroyable. Souvenirs sur l'affaire, Souvenirs sur l'affaire, qui est un livre absolument remarquable, mais qui est un livre qu'on n'a pas compris aussi, à mon avis, pour quelque chose. Léon Blum, dans ce livre, alors peut-être que le portrait de Dreyfus est quelque chose qu'il pense, mais en tout cas, ce livre a aussi une autre vertu et une autre vocation, qui est celle tout simplement de rappeler l'affaire Dreyfus. Léon Blum, par exemple, raconte des choses qui sont fausses, et il sait qu'il raconte des choses qui sont fausses. Quand il parle, par exemple, on en parlera lors du colloque, donc je ne vais pas anticiper, mais quand il parle de la fameuse passivité juive pendant l'affaire Dreyfus, Léon Blum sait très bien que ce n'est pas vrai. Seulement, il publie ça en 1936. C'est-à-dire qu'il publie ça à un moment où le danger est de plus en plus grand, et l'idée, effectivement, c'est d'arriver à peut-être donner un exemple qui n'est pas forcément juste, mais qui est historique, selon lui,
pour arriver à faire prendre conscience aux gens que les choses ne peuvent pas se repasser comme elles se sont passées. Donc en fait, on n'a pas souvent compris ça. Après, sur le procès, sur le cas Dreyfus, moi j'ai rien à dire parce qu'en fait je ne sais pas précisément ce qu'il en voilà. Mais après, il ne fait aussi que passer par un chemin obligatoire, quoi. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde, systématiquement, nous faisait ce portrait. Vous savez, Clémenceau, quand il parle de Dreyfus, l'appelle le marchand de crayons. Systématiquement, ce qui n'est pas exempt d'antisémitisme d'ailleurs. Et en fait, on pourrait faire un relevé comme ça qui n'en finit pas. Voilà. Mais en tout cas, sur l'image de Dreyfus, qui nous a vraiment fait du mal, enfin, pour moi, il y a vraiment deux auteurs en fait, qui ont imposé aussi cette image-là. C'est d'un côté Charles Péguy avec Notre jeunesse, et puis de l'autre côté Hannah Arendt aussi, qui a vraiment aussi imposé cette image de ce Dreyfus qui n'aurait rien compris à son histoire et qui n'en était pas à la hauteur. Peut-être parce que, en fait, ce qui est difficilement acceptable par Péguy ou par Hannah Arendt ou par Léon Blum, c'est qu'on ait un individu qui finalement a tellement d'importance dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a quand même affaire là à des auteurs qui considèrent quand même que le mouvement historique, c'est d'abord des collectivités. Vous voyez. Et donc d'où, au fond, le refus d'avoir une vision un peu trop héroïque, un peu trop petite bourgeoise d'une certaine manière de l'histoire. Et donc, ils plaquent sur l'affaire Dreyfus, sur Dreyfus lui-même, des idéologies. Hein. Et c'est, au fond, tout le travail qu'on a mené avec Philippe, avec l'aide, et vraiment, il faut saluer tout le soutien accordé par Charles Dreyfus, par toute la famille, soutien désintéressé. Jamais on nous a dit effectivement comment est-ce qu'il fallait écrire l'histoire du capitaine Dreyfus, mais les archives, les témoignages, tout ça nous sont venus effectivement avec une très grande générosité de la part, en particulier de Charles, de ses cousines, de ses cousins, cousines, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et là, d'arriver effectivement à sortir le capitaine Dreyfus de tout ce système en fait de dénaturation, néantisation, comme l'a dit Philippe, et donc effectivement d'en révéler quand même l'existence individuelle et comment un individu effectivement peut changer certainement le cours de l'histoire. Et peut-être un point, parce qu'il ne faudrait pas penser que Dreyfus était tout seul dans son combat. C'est-à-dire, c'est certain que s'il a pu comme ça agir à la première personne, c'est parce que aussi, eh bien, il y avait sa femme Lucie, il y avait ses enfants, il y avait son frère Mathieu. C'était une famille. Hein. Et au fond, Dreyfus, il l'a souvent dit, résistait pour l'honneur de sa famille, pour l'honneur d'un nom. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, certes, Dreyfus est tout seul, mais il est entouré. Il est entouré. Et c'est très intéressant, effectivement, comme l'a fait Michael Burns, de faire aussi l'histoire de la famille et de ce soutien unanime de la famille donc pour le capitaine. Si tu permets juste un truc, parce qu'il y a quelque chose d'amusant. Après, le soutien, c'est aussi Bernard Lazare, on en parlait tout à l'heure. Et alors, là, comme il y a quelqu'un que j'ai jamais vu et que je vais rencontrer qui est dans la salle, il faut en parler un peu parce qu'il est passionnant, ce personnage. Et c'est aussi quelqu'un qu'on a oublié ici. Parmi nous, il y a l'arrière-petit-fils de Ferdinand Forzinetti. Et Forzinetti, c'est ce gardien de prison, commandant de la prison du Cherche-Midi, qui a vécu avec Dreyfus dès le début et qui a été complètement persuadé en quelques temps, en très peu de temps, que Dreyfus était innocent, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût coupable, vu comme il agissait. Et Forzinetti est incroyable, parce que c'est vraiment lui, en fait, le premier des Dreyfusards, et c'est même peut-être, puisqu'on avait repris ça à propos de Picard, le premier des lanceurs d'alerte, puisque ce qu'il va faire d'une façon remarquable, en 2 temps, la première, c'est que déjà, il va subtiliser un certain nombre de documents qu'il donnera à la famille Dreyfus pour que la famille Dreyfus puisse mener le combat, ce qui est quand même déjà complètement extraordinaire. Et puis après, au péril de sa carrière, il ira avec Bernard Lazare, justement, voir les journalistes avec son uniforme pour dire ce qu'était sa conviction, et qui fait que, effectivement, il va se retrouver mis à la porte de l'armée. Mais voilà un personnage étonnant, quoi, et qu'on a un peu oublié aujourd'hui aussi. Et il y en a comme ça pas mal. Et ça, c'est vraiment le cercle des intimes, presque, en fait. Les premiers. Une deuxième question. Oui. Je voudrais simplement revenir sur la place que devrait occuper la statue de Alfred Dreyfus, qui est très importante parce qu'elle peut être agressée. Et la placer même à la place Dauphine, ça ne me paraît pas encore une bonne idée. Pour moi,
il représente de très grandes valeurs pour nous tous que nous sommes. Eh bien, il faudrait le replacer là où il a été à l'école militaire. Et là, il sera protégé comme il a été protégé jusque-là. Elle a été protégée jusque-là, ici même. Peut-être un mot sur la raison pour laquelle elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas pu être à l'école militaire. Et par contre, par votre intervention, on comprend, et c'est aussi rassurant de se dire que à n'importe quel endroit, elle continuera à poser questions. Tu veux répondre ? Ouais, enfin, je pense qu'on va répondre tous les deux parce qu'on ne va pas nécessairement dire la même chose. Là, aujourd'hui, la cour d'honneur de l'école militaire, personne ne peut y accéder. Donc en fait, le problème, c'est que mettre cette superbe statue de Dreyfus à un endroit où personne ne pourra la voir, c'est un peu dommage. Après, où qu'elle soit, de toute façon, pendant un moment, au début, Square Pierre-Laffus, c'était tout le temps. Parce que moi, il y a des gens qui m'envoyaient des photos tout le temps, puis là, ça s'est un peu calmé. Mais je pense que ce sera toujours, vous voyez, par exemple, chez moi à Zola, j'ai régulièrement des croix gammées, qu'ils s'obstinent à faire à l'envers d'ailleurs, donc je vais organiser un grand cours pour leur apprendre à les faire à l'endroit, parce que ça devient pénible. Mais j'en ai très régulièrement, voilà. Donc de toute façon, faut que ces gens s'occupent, ils ont acheté des feutres. Voilà, donc... et après, on ira effacer, mais... Oui, en fait, voilà, c'est ce qui a été annoncé par Charles Dreyfus, donc la translation Place Dauphine, c'est quand même l'hommage, je veux dire, du triomphe de la justice. Je veux dire, c'est assez étonnant, compte tenu, effectivement, de l'ampleur des pouvoirs mobilisés pour faire de Dreyfus un coupable, que finalement la justice triomphe, avec aussi, je veux dire, la Cour de cassation fait une instruction des débats exemplaires. Hein. C'est un modèle, je veux dire, d'enquête et de décision judiciaire. Donc, de ce point de vue-là, elle est très bien, effectivement, en face de la Cour de cassation. Elle rappelle justement aux magistrats qu'effectivement, il y a cet idéal, quand même, qu'a représenté, eh bien, en 1906, l'arrêt de la Cour de cassation. Pour la question, effectivement, des emplacements militaires, et notamment de la grande cour de l'école militaire, il y a bien sûr la possibilité de la mettre place Fontenoy, c'est-à-dire, effectivement, devant les grilles, là, du reste, où s'étaient massés 20 000 Parisiens qui ont crié à mort les Juifs, hein, au moment de la dégradation. C'est possible. Mais en fait, au-delà de ça, c'est quoi ? Il y a un enjeu majeur qu'il faut effectivement rappeler. C'est qu'aujourd'hui, les armées, je veux dire, considèrent que Dreyfus est innocent. Là, effectivement, il y a eu effectivement un moment très pénible en 1994, mais depuis, là, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. D'accord. Parce qu'il y a eu à ce moment-là l'idée de dire on ne veut pas avoir une statue qui nous rappelle des remords. C'était ça. C'était pour quelle raison en 1994 ? Alors en 1994, c'est le moment où on a dit que seuls les historiens considéraient Dreyfus comme innocent. C'était la fameuse note du CIRPA. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est que les armées reconnaissent Dreyfus comme l'officier d'élite qu'il était. Voilà. L'officier patriote, l'officier moderniste. Et ça, c'est un enjeu très intéressant. Donc peut-être, effectivement... Peut-être qu'une réplique ou qu'une nouvelle statue de Dreyfus pourrait être érigée place Fontenoy au moment où précisément les armées décideront de faire de Dreyfus un modèle. Et ça, c'est un combat encore à mener. Et je crois qu'on peut effectivement amener les armées à comprendre combien Dreyfus effectivement incarne la vertu, l'excellence militaire. Merci. Avant de prendre la question suivante, vous avez évoqué les mots du CIRPA. Qu'est-ce que le CIRPA ? Oui, c'est le service. Le service d'information des armées qui avait communiqué. 1994, c'est en gros le premier centenaire, puisque c'est le centenaire de la condamnation du capitaine Dreyfus, le 22 décembre 1994. Et à ce moment-là, les armées ont décidé de communiquer et ont confié effectivement à donc un lieutenant-colonel de Saint-Cyr le fait de rédiger, donc c'était au niveau des archives militaires, de rédiger une note. Et effectivement, voilà, c'était extrêmement maladroit.
Et ça a créé quand même une secousse, puisque François Léotard, qui est ministre de la Défense, a limogé une partie du chat. Il y a eu une de Libération assez connue, etc. Voilà. Donc, mais c'est bien parce qu'effectivement, ça a posé aussi le problème. Et petit à petit, quand même, c'est le moment où on est passé du premier centenaire de 94, qui était très compliqué. Du reste, ni Édouard Balladur, Premier ministre, ni François Mitterrand n'avaient voulu faire de l'affaire Dreyfus une célébration nationale, jusqu'à 2006, où là, effectivement, on peut se féliciter de ce qui s'est passé. Merci pour vos interventions très intéressantes. J'aimerais, si vous le pouvez, et vous le pouvez sûrement, que vous disiez quelques mots de deux scandales qui ont trait à Alfred Dreyfus. C'est d'une part l'amnistie de ceux qui ont été à l'origine du complot, et d'autre part la non-condamnation de quelqu'un qui a voulu assassiner Dreyfus lors de la panthéonisation de Zola. Oui, très, très rapidement. Alors, donc, c'est Louis Grégory, qui, donc militant de l'Action française, qui décide d'assassiner Dreyfus au moment de la panthéonisation d'Émile Zola, donc en juin 1908. Et du reste, déjà, il y avait eu une tension parce que certain nombre de Dreyfusards considéraient qu'il ne valait pas mieux il était peut-être préférable que le capitaine Dreyfus n'assiste pas donc à cette panthéonisation. Il a voulu y assister parce que Zola, parce que Jaurès, parce que ces grands Dreyfusards ont toujours été quand même aussi très proches de l'homme Dreyfus. Ça, c'est important. Il faut lire Zola, il faut lire Jaurès pour voir l'attachement et la compréhension que ces hommes, et Sarah Bernard également, avaient pour Dreyfus. Et alors, pourquoi ? Et en fait, il est acquitté en cour d'assises. La cour d'assises, c'est des jurys populaires, et on voit très bien dans un moment où l'antisémitisme est reparti, un moment où le nationalisme donc devient plus violent, et en fait, voilà, le caractère criminel en fait de la tentative d'assassinat n'apparaît pas, et donc la cour d'assises acquitte Grégory. Comme à l'époque il n'y avait pas d'appel en cour d'assises, il n'y a pas de jugement. Mais il faut rappeler aussi que l'assassin de Jaurès, c'était à l'unanimité le jury. Et l'assassin de Jaurès, pareil, sera aussi acquitté. Pour revenir sur l'amnistie, là, c'est plus intéressant. Il y a un très beau portrait de Waldeck-Rousseau dans l'exposition. C'est Waldeck-Rousseau qui demande l'amnistie. Donc, c'est un projet de loi donc en 1900. En fait, c'est toute la... Pierre Vidal-Naquet a réfléchi sur l'idée que dans des sociétés confrontées à des crises très très graves, il y a un moment peut-être où il faut suspendre peut-être l'action de la justice pour apaiser. Mais Waldeck-Rousseau, d'abord, il faut se rappeler que l'amnistie ne concerne pas Dreyfus, qui va pouvoir être réhabilité. Donc ça, c'est très important quand même. Et d'une certaine manière, la réhabilitation, c'est aussi la condamnation in facto des criminels en chef comme Dreyfus les présente. Et puis, Waldeck-Rousseau a, je veux dire, dans son discours où il défend l'amnistie, des mots extrêmement forts en disant qu'il n'y a pas que le jugement des cours d'assises, il y a le jugement de l'histoire. Et ça, c'est un terme extrêmement fort. Et d'une certaine manière, voilà, tout ce qui se fait là, l'action du mage, l'action des belles lettres, c'est effectivement de contribuer au jugement de l'histoire. Alors après, sur l'amnistie, il y avait une raison très pratique aussi. Dans les papiers Waldeck-Rousseau, il y a un petit papier très intéressant qui a été griffonné au Sénat, et où il y a marqué « Affaire Dreyfus », point d'interrogation. Et au-dessous, il y a marqué « Affaire Picard »,« Affaire Reynac »,« Affaire Zola », et puis il y a une petite accolade « Trop d'affaires ». Et c'est juste avant. Et en fait, il y a un moment, effectivement, en plus l'exposition universelle doit ouvrir, on doit inaugurer le Métropolitain, il se passe des choses vraiment sérieuses. Il y a beaucoup de pays à travers le monde qui ont décidé de boycotter l'Expo universelle. Et il faut vraiment en finir avec cette affaire Dreyfus, qui est une affaire Dreyfus qui agace tout le monde, en fait, parce que beaucoup de gens ne la comprennent pas. Et puis, tout le monde en a assez de cette affaire. Et c'est vrai que Dreyfusards et anti-Dreyfusards représente une minorité en France. Il y a aussi cette troisième France dont a parlé Madeleine Rébériou, qui est très importante et qui est une France qui ne veut plus en entendre parler de l'affaire, déjà parce que c'est très mauvais pour le commerce et la culture des betteraves. Donc voilà. Donc il y a aussi cette raison-là, et qui fait qu'effectivement, et on peut le regretter, le général de Boisdeffre, le général Gons
sont passés à travers les mailles du filet et ont continué leur carrière tout à fait tranquillement d'ailleurs. Voilà. Et sur l'affaire Grégory, ce qui est intéressant aussi, pour rebondir sur ce qu'a dit Vincent et compléter, c'est que là, il se passe quelque chose qui est politiquement intéressant, c'est qu'en fait, l'Action française mène sa campagne depuis un moment, parce que ça commence dès la réhabilitation de Dreyfus en 1906, et elle est vraiment très puissante, et avec des accusations très graves qui sont portées contre les magistrats de la Cour de cassation, qui sont présentés comme 49 voleurs, et qui ont donc falsifié le Code de procédure criminelle, article 445, pour pouvoir réhabiliter Dreyfus. Et la position qui est celle du gouvernement, c'est de surtout pas répondre. Et Clémenceau est au pouvoir à ce moment-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on ne répond jamais. Et le seul, malheureusement, qui va répondre, c'est Dreyfus, et qui va le regretter. Il y a même un moment où on publie juste, c'était pas possible de les publier tous parce que c'est répétitif, mais il y a un moment où c'est pratiquement Alfred Dreyfus qui remplit les colonnes de l'Action française, parce qu'en fait, il publie les réponses, le droit de réponse aux insultes qui sont faites, et qui ne sont pas que le fait de l'Action française. Il y a 48 journaux, je les ai comptés, qui attaquent régulièrement, et lui commence à faire des procès là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Grégory passe en jugement, donc ça fait 2 ans que cette campagne continue dans le silence absolu, dans le silence politique absolu, puisqu'il est hors de question même de le répercuter d'une manière ou d'une autre, et en tout cas de mettre en jugement ces gens-là. Grégory pose les termes aussi lors de son procès, il est fabuleux, quoi. Il pose les termes qui vont être ceux du procès en disant qu'il ne veut pas être jugé pour avoir tiré sur Dreyfus, mais pour avoir tiré sur le symbole qu'il représente et le dreyfusisme, et que sa condamnation équivaut à une reconnaissance de la réhabilitation, mais que son acquittement sera l'équivalent en fait de la révision de la révision, et donc qui montrera à la nation entière que, à ses yeux en tout cas, le traître juif demeure traître, ne serait-ce que parce qu'il est juif. Voilà. Et donc cet acquittement intervient aussi dans ce moment-là, et ça va être une victoire absolument fabuleuse pour l'Action française, pour le syndicat jaune, enfin pour tous les gens qui à ce moment-là fonctionnent ensemble et rêvent que d'une chose, c'est un jour prendre le pouvoir. Je propose que nous prenions 2-3 questions à la suite pour un dernier tour de table. Okay. Bonsoir. Est-ce que Alfred et Lucie Dreyfus ont eu l'opportunité de rencontrer Émile Zola? 3 fois. Ils ont mangé 3 fois ensemble. Vous savez, quand Dreyfus est gracié, il va se reposer dans sa famille, chez Henriette et Joseph, à Carpentras. Il va rester là un moment, le temps de se reconstituer un peu, parce qu'en fait, l'île du Diable, c'est quelque chose quand même. Ensuite, il va en Suisse, chez les Naville, un moment, puis il est obligé de revenir en France parce que ses amis Picard et Laborie trouvent insupportable qu'il soit loin et considèrent que c'est une lâcheté. Donc en fait, il revient à Paris, et la première chose qu'il fait en arrivant à Paris, le lendemain, c'est qu'il voit Zola. Il lui avait déjà écrit, et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que dans le catalogue qu'on a fait à Médan, c'est la première fois qu'on publie la correspondance croisée entre les Zola et les Dreyfus. Ça n'avait jamais été publié en fait. Alors il y a des petits morceaux qui avaient été publiés à droite à gauche, mais pas l'intégralité, puis avec un certain nombre de lettres inédites qui ont été retrouvées. Et donc ils vont se voir 3 fois, et ils vont devenir vraiment très amis. Et les dédicaces d'ailleurs, alors bon, Zola le faisait pas à tout le monde, il le faisait souvent, mais il le faisait pas à tout le monde. Donc il dédicace ses livres à Alfred et à Mathieu avec mon ami, et ils en sont très touchés. Il y a toute une correspondance. Mathieu est bouleversé par ça, parce que c'est vraiment quelque chose et c'est vraiment une très très grande amitié, quoi, et un grand respect mutuel l'un pour l'autre. Et c'est vrai, tout à l'heure, tu avais raison, j'en ai oublié 2 qui étaient importants, qui sont Jaurès et Zola. Parce que Zola et Jaurès, enfin Zola en tout cas, n'a jamais oublié Dreyfus. Et la lettre à Madame Alfred Dreyfus est absolument magnifique, dans laquelle effectivement il dit que le combat est au-delà, mais qu'à côté de ça, justice est rendue, et ça on ne l'oubliera jamais. Et c'est dans cette phrase d'ailleurs, c'est dans ce texte extraordinaire dans lequel il écrit que, enfin nous seuls, dans un siècle il ne restera plus que nous, parce que nous seuls avons écrit, avec cette conscience qui est que les Dreyfusards ont misé pour le livre, et que le livre, en fait, c'est quelque chose qui va tenir dans l'histoire et qui va continuer à témoigner du fait historique, mais aussi qui va permettre, peut-être, quand on les relit aujourd'hui, de mobiliser un certain nombre de gens sur une réalité qui est une réalité de 1898, mais qui est peut-être aussi une réalité de 2025. J'aurais voulu revenir sur les raisons de l'image négative qui a été donnée de Dreyfus, donc de Péguy à Reims en passant par Léon Blum. Je me demande si c'est pas lié aussi au fait qu'à l'époque, en tout cas au XXe siècle, la grandeur ne pouvait pas
être associé au statut de victime. Dreyfus était avant tout une victime et peut-être qu'on n'imaginait pas qu'on puisse être grand en étant victime. Les choses ont changé aujourd'hui. Je pense au beau livre de François Azoubi sur le temps des victimes, notamment. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'entendre que quelqu'un puisse être à la fois victime et grand. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est en train d'illustrer cette idée-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été peut-être plus facile d'entendre ou de dire une certaine forme de grandeur de la personne de Dreyfus, non pas bien qu'il soit victime, mais parce qu'il est victime, alors qu'il y a un siècle, c'était encore inaudible. Oui, vous avez raison. C'est vrai que la perception qui en a été faite, effectivement, l'amène à exister comme une victime. Mais en fait, si on lit Dreyfus, il ne se présente pas du tout comme une victime, mais vraiment comme un combattant, comme effectivement la volonté de gagner donc sa réhabilitation par la justice, en démontrant la vérité sur son affaire, en démasquant aussi les responsables de la machination, comme il le dit. Et c'est certain qu'il n'est pas écouté. Et il y a certainement, au fond, des préjugés antisémites qui font qu'un juif ne peut pas être, en fait, un héros. Et qu'un juif est, au mieux, une victime. Au pire, effectivement, un être maléfique, malfaisant et dangereux qu'il faut éliminer. Et donc, je crois que tout le combat, effectivement, et Dreyfus le représente bien. Dreyfus, c'est un juif qui a décidé de tenir son rang de Français, d'officier, de mari, de père. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on ne lui pardonne pas, parce que Dreyfus refuse les stéréotypes sur les juifs. Ouais. Et de ce point de vue-là, il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont certainement effectivement développées dans le colloque donc, sur les juifs à l'affaire Dreyfus. Et puis après, il y a autre chose qui est intéressant aussi, parce que oui, effectivement, sans doute, vous avez raison, mais il y a autre chose aussi qui est que, et c'est comme ça que le camp Dreyfusard va exploser. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui pensent avant tout à Dreyfus et qui veulent déjà qu'on arrive à le libérer parce qu'il faut déjà régler ce problème-là. Et il y a ceux pour lesquels Dreyfus, finalement, n'est que le moyen d'arriver à autre chose. C'est Clémenceau encore qui dira « Dreyfus ne m'intéresse pas qu'on le mange ». Voilà. Et l'idée est là. Et là, ça va exploser là-dessus. C'est-à-dire, et Bernard Lazare expliquait justement que c'était une erreur. Parce que défendre Dreyfus n'empêchait absolument pas d'élargir le débat sur les valeurs qui pouvaient être celles du dreyfusisme. Mais il y a aussi ce combat à un moment, et par exemple du côté de Laborie et de Picard, alors surtout de Laborie, l'idée c'est que Dreyfus n'est pas intéressant, c'est intéressant parce que c'est son avocat en même temps, c'est drôle qu'il défende ce point de vue-là, et qu'en fait au-delà de Dreyfus, il y a un combat qui est beaucoup plus large et que Dreyfus de toute façon n'est pas apte à comprendre ce débat. Donc en fait il y a aussi cette question, puis après il y a du ressentiment, il y a de la jalousie, il y a de la rancune, il y a beaucoup d'antisémitisme, beaucoup. Et enfin voilà, il y a des raisons qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et ça va aller loin, hein, puisque Laborie, enfin je sais pas, je vais le publier, j'en ai publié quelques extraits, mais j'aimerais bien publier un jour le manuscrit intégral. Dans des notes de 1903, il explique quand même qu'il s'est trompé, quoi. Et qu'en fait, il vient de redécouvrir un auteur qu'il méprisait jusqu'à présent, qui est Édouard Drummond, et qu'en lisant La France juive, il a compris qu'en fait, Édouard Drummond avait raison. Il écrit ça en 1903. 3 ans avant la fin de l'affaire Dreyfus. Voilà. Et là, on a autre chose aussi. Et ça, dans les basculements, parce qu'il va y en avoir pas mal, hein, c'est toujours la même chose, quoi. Quand Henri Gabriel Ibels passe de l'autre côté, Laurent Taillade, Adolphe Rété, enfin, il y a plein de noms comme ça qui passent de l'autre côté. C'est toujours sur cette question-là. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Ce que je voulais savoir, c'est si, au cours des nombreux procès d'Alfred Dreyfus, est-ce que sa défense, justement, ou lui-même ont évoqué l'antisémitisme, l'antijudaïsme comme étant une des causes de ce qui lui arrive. Alors, je vais me permettre de répondre. Après, je pense que Vincent ajoutera quelque chose. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre qui est importante, c'est que Dreyfus fait partie d'une famille qui est non observante. Hein, c'est une famille de Français d'une confession minoritaire qui s'appelle le judaïsme.
Et à côté de ça, ce qui est intéressant et qu'on publie dans les œuvres complètes, c'est que vous connaissez l'histoire avec Armand Meyer et ses duels après la campagne dans la libre parole contre les Juifs dans l'armée. Et là, on apprend quelque chose qu'on ne connaissait pas dans les notes qu'on a retrouvées, c'est que Dreyfus avait décidé de prendre une épée aussi et d'aller se battre, quoi, déjà. Donc en fait, il y a déjà cette conscience-là. La première chose que dit Dreyfus, d'après un certain nombre de témoignages quand il est arrêté, c'est parce que je suis juif que je suis là. Et après, il n'en parlera plus parce que, voilà. Du côté de Dreyfusard, c'est quelque chose qui sera peu mis en avant, et qui sera peu mis en avant parce que la question de l'antisémitique, comme on disait à l'époque, n'est pas mobilisatrice. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que la stratégie d'héroïsation de Picard est très maligne, parce qu'elle va permettre de rassembler des gens quand ça n'a pas été possible autour de Dreyfus. Et c'est une question qui est quasiment systématiquement évacuée. Et quand Bernard Lazare, par exemple, décide d'avoir une lecture qui est uniquement antisémitique, en expliquant que l'affaire Dreyfus ne peut s'expliquer que comme ça, ce en quoi d'ailleurs il se trompe complètement, on le met de côté. Parce que c'est pas possible. En plus, à ce moment-là, il est en train de devenir sioniste, donc là, ça devient beaucoup trop pour Picard et Laborie, justement. Et en fait, cette question de l'antisémitisme, en dehors de quelques-uns, Jaurès en parle, Zola en parle, Monod en parle, Reynac, bien évidemment, mais sinon, la plupart du temps, c'est évacué. Vous voyez, avec cette phrase célèbre de Schoror-Kessner qui, à partir du moment où l'affaire commence à prendre de l'ampleur, écrit à Bernard Lazare pour lui dire qu'il ne veut plus le voir parce qu'il ne veut pas être affilié à la bande juive. Qui est une drôle de phrase. Jonathan. Oui, juste brièvement. Il y a quand même de la part des Dreyfusards une volonté, notamment je pense à Lucien R, par exemple, qui va répondre de manière extrêmement vive à Maurice Barrès, qui lui professe l'antisémitisme. On a quand même là chez les Dreyfusards une volonté d'affronter les antisémites, et c'est le cas aussi de Zola, il le fait très bien. Les premières lettres avant J'accuse, c'est vraiment de dénoncer l'antisémitisme, qui, alors là, et de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant et n'a pas été suffisamment relevé à l'époque, mais qui aujourd'hui, effectivement, je trouve est extrêmement pertinent. C'est que, en fait, l'antisémitisme, c'est pas seulement de viser une catégorie de personnes et de les déshumaniser, de les discriminer à un point effectivement qu'ils n'appartiennent plus au monde des vivants, c'est aussi la destruction de l'état de droit, la destruction de la République, la destruction des libertés individuelles. Donc c'est un symptôme extrêmement vif, alarmant. Et en fait, ces réflexions-là, elles sont passionnantes. Et elles n'ont pas effectivement été suffisamment percutantes, je dirais, au moment de l'affaire Dreyfus, pour comprendre qu'on pouvait à la fois lutter contre l'antisémitisme et ne pas, adopter un point de vue confessionnel, que la lutte contre l'antisémitisme était une lutte absolument universelle, qui était vitale pour la protection des libertés, du droit et de la vérité. Et ça, je crois que c'est une des modernités de l'affaire Dreyfus. Et on retrouve des textes extrêmement importants. Et finalement, toute la position du capitaine Dreyfus, c'était ça. S'il ne parlait pas d'antisémitisme, il avait bien conscience, de ce que l'antisémitisme provoquait de terrible dans un pays, dans une France qu'il aimait particulièrement. Avant que vous concluiez, Jonathan, si vous me permettez juste, il y a un très bel article de Vincent Duclerc dans le catalogue sur ce point. Et si on est un peu perdu dans le tourbillon des noms cités par Philippe Auriol, je renvoie le public au catalogue, qui est magnifique, qui a une très belle iconographie, et dans lequel, puisqu'on est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, je crois qu'on peut citer deux articles qui nous intéressent évidemment particulièrement. Un sur la famille alsacienne, les origines alsaciennes de la famille Dreyfus, des deux côtés, dû à Claire de Combes, qui est la responsable de la conservation, et un autre sur l'errance de l'hommage au capitaine Dreyfus de Louis Mittelberg, dit Tim, dû à Pascal Samuel, qui est la conservatrice de la collection moderne et contemporaine. Je crois que ça s'intitule « L'hommage au capitaine Dreyfus, une nouvelle affaire », point d'interrogation. Voilà, vous le trouvez à la librairie, bien entendu, ainsi que les œuvres complètes et bien d'autres ouvrages. Il y a une sélection d'à peu près 100 ouvrages autour de l'affaire. Et voici le catalogue. Vous pouvez aussi retrouver Philippe Auriol ici, donc le 25 mai, pour commenter et présenter le film de Roman Polanski.
c'est l'après-midi. Le matin, dans cette même journée, il y a donc un débat, une conférence sur l'affaire Dreyfus dans le cinéma, donc sujet abordé ce soir. Et bien sûr, donc c'est le 13 mai, la journée, le colloque Les Juifs et l'affaire Dreyfus, donc où vous parlerez notamment d'Hannah Arendt, mais pas que, brièvement abordé ce soir. Merci beaucoup à Charles Dreyfus, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités du MAJ ce soir. On peut les applaudir. Et merci pour ce livre qui compte. Bonne soirée à vous tous.